Ok, alors salut les cinquièmes, à votre tour d'avoir une petite vidéo pour faire le point en final sur cette semaine, pour faire le point sur notre chapitre, et ce qu'il faut retenir finalement d'essentiel sur ce chapitre sur les grandes découvertes. Donc je vais rappeler deux trois trucs qui ont été vus en cours il y a quelques semaines, plus ce sur quoi vous avez travaillé la semaine dernière, et ce que vous avez recopié dans votre cahier cette semaine, histoire de faire le point et qu'on puisse finir ce chapitre, et passer à autre chose. Donc, on était depuis quelques semaines donc sur cette idée de changement à la fin du Moyen Âge et d'une période de bouleversement qui va commencer quelque part à la fin du XVe siècle avec un élément majeur, vous le savez, en 1492, mais qui va surtout se continuer par la suite et durant tout le XVIe siècle. Je rappelle, on en a pas mal parlé en cours, j'ai insisté là-dessus, pendant tout le Moyen Âge, on va avoir quelque part un manque d'intérêt pour les voyages et pour les explorations, avec une Europe qui est très centrée sur elle-même, très centrée sur le divin, sur tout ce qui va être religieux, sur le jugement dernier, on en a parlé, et qui finalement va, grâce en particulier à l'apparition d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, vers la fin du Moyen Âge, une bourgeoisie marchande, une bourgeoisie commerçante, va quelque part s'ouvrir sur le monde et commencer à voyager de plus en plus loin et rencontrer d'autres cultures. On a parlé en cours par exemple de Marco Polo, euh, quelque part un des précurseurs, un des premiers explorateurs, qui va faire le tour de l'Asie, qui va rentrer chez lui en Italie chargé de richesses, de butin, d'histoire surtout, et qui va inspirer énormément des explorateurs à venir, en particulier Christophe Colomb. Je rappelle aussi la situation de la Méditerranée à l'époque, c'était le début de notre cours, où on a finalement une mer Méditerranée dominée par l'Empire ottoman, les musulmans en quelque sorte, les descendants de l'Empire musulman qu'on a vu dans le deuxième chapitre de l'année, avec un certain nombre de personnes très puissantes à leur tête, on n'a pas trop eu le temps de parler de Soliman le Magnifique, mais qui vont quelque part coincer les chrétiens européens en Méditerranée en contrôlant tout l'est de la Méditerranée, en prenant un certain nombre d'îles, Rhodes, Chypre, Malte, etc. Et de toute façon en coinçant l'accès à l'Asie par l'est. Ce qui fait que du coup les empires européens se trouvent enclavés, ils sont un petit peu coincés, en particulier ceux du sud, en particulier l'Espagne et le Portugal, qui du coup n'ont plus accès aux routes qui vont vers l'Asie, et donc n'ont plus accès aux ressources et aux richesses importantes de l'Asie. Ça c'est un point. Autre point, le commerce se développe énormément à l'époque. On parle, on l'a déjà dit, d'une sorte de première mondialisation, en tout cas un tout début de mondialisation à ce niveau-là. Et les liens avec l'Asie sont très importants, en particulier avec l'Inde, ce qu'on appelle à l'époque plutôt les Indes. C'est là-bas qu'on y trouve les épices, c'est là-bas qu'on y trouve de l'or, des pierres précieuses. On va y trouver énormément d'éléments qui sont un petit peu indispensables au commerce européen et à la richesse européenne. Donc il est indispensable et nécessaire pour les grandes puissances européennes, et surtout l'Espagne et le Portugal, de trouver une solution, de trouver une route pour aller en Inde, sans passer bien sûr par l'Empire ottoman qui est farouchement hostile à ces puissances chrétiennes. La seule route qu'on connaît à l'époque, c'est la route qui fait le tour de l'Afrique, la route King-Frikuma Africae, et cette route-là, elle est extrêmement longue, plus d'un an finalement, parce qu'il faut que les navires descendent au sud, tout le long de la côte africaine, passent le Cap et retraversent l'océan Indien. C'est un trajet très très long, très très éprouvant et dangereux aussi, avec un grand nombre de tempêtes. Ce qui fait que c'est une solution qui va être en particulier pas mal utilisée par les Portugais, qui vont installer pas mal de comptoirs le long de la côte africaine, mais que cette solution, elle n'est pas complètement satisfaisante pour les Espagnols et pour les Portugais. Et c'est là qu'arrive Christophe Colomb. Christophe Colomb, lui, et on a fait le calcul en cours, il se base sur des travaux assez erronés de marins de tir, par exemple, et d'un grand nombre de scientifiques grecs et d'hommes d'église chrétiens, qui estiment que la circonférence de la Terre, quelque part son diamètre, est aux alentours de 22 000 km, ce qui est très en dessous de la réalité, alors que on est quasiment à 40 000 km en fait, sur la circonférence de la Terre. Et donc, en partant de cette définition fausse, de base, de ce calcul faux, il se met à calculer la distance qu'on mettrait à rejoindre l'Inde en passant par l'ouest. Et, dans ses calculs, il se rend compte que, en passant par l'ouest, vu que la Terre est ronde, et ça je le rappelle, c'est un fait établi quand même pour la grande majorité de la population déjà à l'époque, en tout cas la population cultivée et scientifique est convaincue de ce fait, et donc il se dit, bah voilà, c'est plus court de passer par l'ouest, donc je peux traverser l'océan Atlantique, et en 7 semaines, 8 semaines, je rejoindrai
les Indes, et donc j'aurais trouvé un moyen d'échapper à l'Empire ottoman et d'échapper au contournement de l'Afrique qui prend, lui, plus d'une année. Il propose son projet, on l'a dit, il est refusé dans un premier temps, il finit par être accepté par le roi d'Espagne, qui en voit l'intérêt économique en particulier, avec aussi l'idée de trouver de nouveaux endroits dans le monde, de nouvelles places, pour trouver aussi de nouvelles personnes à convertir à la religion catholique. Il y a aussi derrière ces grandes explorations une volonté de ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est-à-dire de changer la religion finalement de ces personnes pour en faire des chrétiens. Et également bien sûr l'idée d'avoir l'Espagne qui deviendrait un empire avec des possessions un petit peu en dehors de l'Espagne, un peu partout sur la planète. On envoie donc Christophe Colomb avec 3 navires pour trouver cette nouvelle route des Indes. Vous avez travaillé dessus, certains ont fait une recherche dessus, maintenant c'est un fait pour tout le monde. Après son voyage, il tombe sur une terre qu'il pense être du coup l'Inde. Il se trompe, vous le savez, il tombe en effet sur un nouveau continent, l'Amérique, mais lui ne s'en rendra jamais vraiment compte de sa découverte, il mourra dans ses voyages avant de s'en rendre compte. Mais finalement, c'est fait, on a désormais un nouveau territoire qui est là, le continent américain, qui est un territoire complètement inexploré, qui est un territoire libre d'un point de vue politique. C'est-à-dire que, alors que l'Europe est entièrement possédée par des vieilles familles aristocratiques, par des vieilles familles royales, sur le continent américain, il n'y a personne, il n'y a pas d'État que les Européens reconnaissent. Alors attention, il y a bien sûr plein d'Amérindiens. Rappelez-vous, on va utiliser ce terme d'Amérindien pour faire la différence avec les Indiens d'Inde. Christophe Colomb, qui fait l'erreur justement, se trompe, appelle les habitants d'Amérique les Indiens parce qu'ils pensent être en Inde, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a énormément d'empires amérindiens, en particulier des empires très puissants comme les Aztèques, comme les Mayas. L'Espagne et le Portugal vont donc devoir envoyer des expéditions armées pour conquérir ces territoires, pour les revendiquer au nom de l'Espagne et pour pouvoir ensuite les exploiter et exploiter leurs richesses. Là-dessus, c'était notre deuxième exemple de cours. Après Christophe Colomb, on a travaillé sur Cortés, le conquistador espagnol qui a été envoyé au Mexique et qui, avec une poignée d'hommes, 400 soldats et quelques canons, a réussi à faire tomber un empire de plusieurs millions d'habitants, l'empire aztèque. Alors les Aztèques, attention, il ne faut pas les imaginer que comme des primitifs. C'est vrai que d'un point de vue armes à feu et équipement, ils étaient pas au point. Il leur manquait le métal, par exemple, l'acier qu'ils ne connaissaient pas, la poudre. Mais d'un point de vue agriculture, architecture, irrigation et astronomie, ils étaient vraiment très très forts. Et Cortés, finalement, va se servir des divisions de l'Empire aztèque, va s'allier à des Aztèques qui sont mécontents et qui ne sont pas d'accord avec l'empereur aztèque Moctezuma de l'époque. Et ils vont, comme ça, Cortés donc va tourner le peuple aztèque contre lui-même. N'oubliez pas non plus que Cortés a l'avantage des armes à feu. Les Espagnols ont des arquebuses, les Espagnols ont des canons, chose que les Aztèques n'ont pas, ne connaissent pas, et qui, dans un premier temps, va les effrayer. Donc, au terme de 3 années, quelque part, de combat dans le Mexique, qui s'achève en 1521 avec la prise de Tenochtitlan, l'actuelle ville de Mexico, enfin, le centre de l'actuelle ville de Mexico, les Espagnols réussissent à conquérir le Mexique, à dominer l'Empire aztèque, et donc à se bâtir le début de ce qui va devenir un véritable empire, avec donc un territoire qui va désormais appartenir à l'Espagne, qui va être gouverné par l'Espagne, et qui va rapporter toutes ses richesses, toutes ses ressources naturelles à l'Espagne. Les Espagnols ne vont pas se limiter au Mexique, ils vont descendre quasiment sur toute l'Amérique du Sud. Pizarro, par exemple, un autre conquistador espagnol, qui va faire tomber l'empire Maya, avec 119 soldats seulement, 119 hommes d'expédition, qui va donc conquérir tout ce qui est dans la cordillère des Andes actuellement, donc l'ouest de l'Amérique du Sud. Les Portugais vont pas être en reste non plus, avec des expéditions qui vont partir au Brésil, au Brésil actuel, et donc ils vont conquérir cette partie du monde. Ce qui va très vite poser le problème de savoir finalement comment on partage ce monde, c'est, et je fais très rapidement pour finir, le traité de Tordesillas, où le pape va finalement arbitrer entre les Espagnols et les Portugais, donc 2 pays chrétiens qui refusent d'entrer en guerre pour des questions coloniales, qui vont demander au pape de décider, donc il va tracer un trait quelque part, et tout ce qui va être à l'ouest de ce trait va être une possession espagnole, donc en gros tout ce qui est à l'ouest de la pointe brésilienne actuelle, et tout quelque part le reste va appartenir aux Portugais. Et donc du coup comme ça, on va avoir ces 2 empires qui vont commencer à se créer, à se développer et à prendre des territoires un peu partout dans le monde.